Le point de l'actualité sur la télévision, mesdames, messieurs, bienvenue et c'est un plaisir de vous retrouver le sommaire. Mardi 2 mai 2017, premier mardi du mois de mai, c'est la journée mondiale de l'asthme, une maladie du système respiratoire. Le docteur Lionel Sonagnon-Menvor nous parlera dans cette édition des symptômes et du traitement de la maladie. En fait du travail au Bénin, les secrétaires généraux de plusieurs confédérations et centrales syndicales ont procédé ce lundi 1er mai à la remise de leur cahier de doléances au ministre de la fonction publique. Et puis, fête du travail sous tension au Gabon, plusieurs syndicalistes ont été dispersés par la police au cours des manifestations commémorant la fête du travail dans ce pays. Encore une fois, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je l'annonçais dans les titres mardi 2 mai 2017, premier mardi du mois de mai, c'est la journée mondiale de l'asthme, considérée comme la maladie chronique inflammatoire la plus courante chez les enfants. Il est important de connaître sa définition et ses symptômes. C'est d'ailleurs ce que le docteur Lionel Sonagnon-Menvor nous explique au micro de Carnot François Rumoué-Rinton. On peut dire que l'asthme est une pathologie chronique liée à une inflammation de la muqueuse bronchique. C'est une pathologie qui est liée la plupart du temps à l'exposition à des allergènes qui se retrouvent dans notre environnement. Les allergènes, ce sont des substances qui se retrouvent dans l'environnement, notamment la poussière, le pollen. À Cotonou, on va citer la fumée, des moyens de déplacement, des motos, des voitures, le parfum. Ce sont entre autres ces allergènes qui peuvent être à la base des crises d'asthme. Mais en dehors de ces allergènes, on retrouve également d'autres éléments comme un effort physique intense ou bien certains médicaments, notamment l'aspirine. Et la sévérité ou la gravité de la maladie ou de la crise peut être déterminée en fonction de la fréquence et de la chronologie de ces crises. Les symptômes, ce que nous rencontrons principalement, c'est une dyspnée. Une dyspnée, c'est une gêne respiratoire, donc une difficulté à respirer. Donc, c'est le principal symptôme par lequel se manifeste l'asthme. Mais en dehors de ça, nous avons d'autres manifestations telles que les toux. Le sujet qui est pris d'une quinte de toux sèche, une toux sèche. On peut avoir parfois des éternuements. Ce sont des symptômes qui touchent les poumons, qui dénotent d'une atteinte de nos poumons, donc notamment la dyspnée, la toux, les éternuements. Ce sont ce que nous rencontrons la plupart du temps chez les patients qui viennent pour une crise d'asthme. Comment vivre avec l'asthme et surtout comment traiter cette maladie? Le docteur Lionel Sonagnon-Menvor nous apporte des précisions, toujours au micro, de Carnot François Rumoué-Rinton et Frédus Fiossi. L'asthme a plusieurs paliers. Et ces paliers sont déterminés par le médecin en fonction de la fréquence et de l'intensité des crises. Donc, en fonction des différents paliers auxquels le médecin classe le patient, il y a un traitement spécifique qui lui est apporté. Le traitement le plus courant que nous rencontrons, ce sont des bronchodilatateurs parce qu'il faut retenir que dans les manifestations de la crise, c'est la difficulté à respirer. Cette difficulté à respirer est notamment liée à une obstruction des bronches, c'est-à-dire que les bronches sont de petits canaux, de petits tuyaux par lesquels l'air passe. Et ces canaux leur diamètre sera réduit à cause de l'inflammation causée par les allergènes dont nous avons eu à parler. Donc le principal traitement qui est mis est un médicament qui permet à ces canaux de retrouver un diamètre suffisant pour permettre une libre circulation de l'air. Mais en fonction des niveaux de sévérité, il y a d'autres traitements adjuvants qui sont associés à ce traitement qui permet une dilatation des bronches pour permettre à l'individu de retrouver une respiration normale. Donc, le conseil que j'ai à donner à nos patients, c'est déjà, dès les premiers symptômes, d'aller consulter un médecin qui, avec son examen
et certains bilans associés pourra déterminer le niveau de gravité de la maladie chez ce patient-là et lui donner le traitement adéquat. L'asthme n'est pas une fatalité, c'est une maladie avec laquelle on peut vivre aisément en ayant une hygiène de vie, parce que le principal moyen de se prémunir, c'est d'éviter les allergènes dès que le médecin arrive à déterminer la cause de la maladie chez tel ou tel patient. Autre information dans cette édition, les secrétaires généraux de plusieurs confédérations et centrales syndicales ont procédé ce lundi à l'occasion de la fête du travail à la remise de leur cahier de doléances au ministre de la fonction publique. C'était en présence des travailleurs. Samson Oké, Denis Maroya pour Le Point. 1er mai 2017, la fête du travail au Bénin n'a pas dérogé à la tradition. C'est en effet l'occasion que choisissent chaque année les centrales et confédérations syndicales pour adresser aux autorités compétentes en la matière leurs revendications les plus importantes. Celles-ci sont consignées dans un cahier de doléances adressé au gouvernement. Ce document se présente en 4 grands points. Nous allons aborder la question du parapublic et du privé. Vous savez très bien que nous avons la question du SMIC avec la hiérarchisation. Vous avez la réduction de l'IPTS qui va être abordée. Dans cette rubrique, nous avons également insisté sur les menaces sur les emplois aujourd'hui. Il y en a beaucoup, les menaces sur les emplois. Et vous savez très bien de quoi nous parlons. Nous aborderons dans cette partie également la violation des droits des travailleurs. Parce que là aussi, nous avons des agressions massives contre le confort des travailleurs que nous sommes à travers des lois qui sont prises sans aucune concertation avec les partenaires sociaux. La hiérarchisation des salaires dans les entreprises suite au relèvement du salaire minimum garanti intervenu en 2014, l'amélioration des conditions de travail et de rémunération des vacataires de l'enseignement supérieur sont entre autres les doléances inscrites dans ce document. Pour les secrétaires généraux signataires, ces différentes préoccupations doivent être prises en compte dans les plus brefs délais par le gouvernement de peur que le temps des négociations ne laisse place à celui des actions. Nous avons tous des activités, mais on a accepté, parce que votre calendrier ne vous permettait pas, on a accepté, ce n'est pas pour venir sacrifier seulement une tradition, c'est pour vous dire que cette rencontre-là, vous devez en tenir compte et tenir compte et grand compte des revendications qui vont tout à l'heure être, n'est-ce pas, lues, et le cahier qu'on va vous remettre pour agir urgemment. Prenant acte des différentes doléances des 6 confédérations et centrales syndicales signataires du dit cahier, la ministre du Travail, de la fonction publique et des affaires sociales a, au nom du gouvernement, promis la satisfaction progressive de ces revendications. J'ai écouté avec beaucoup d'attention vos doléances dont je viens de recevoir les cahiers des mains de votre représentant. Comme vous le savez, depuis son avènement, le nouveau régime a fait maints efforts pour organiser les rencontres dans le cadre des sessions de la Commission nationale permanente de concertation et de négociation collective, gouvernement, centrales et confédérations syndicales. Le gouvernement entend poursuivre le dialogue avec les partenaires sociaux que vous êtes, tout en programmant la satisfaction de vos doléances parce qu'elles sont parfois si nombreuses que leur satisfaction totale demande du temps. Et c'est le cas encore aujourd'hui. À cet égard, je voudrais vous demander de faire preuve de tolérance chaque fois que cela sera nécessaire. Il faut noter que pendant que 6 des centrales et confédérations syndicales présentaient leur cahier de doléances au gouvernement, la CSTB entendait, Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, de Paul et Seiko, a choisi pour sa part de boycotter la cérémonie au profit d'une marche de protestation dans les rues de Cotonou.
Et vous avez bien raison, Samson Ok. Les membres de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, CSTB, ont célébré à leur manière la fête du travail. Ils ont organisé une marche pour marquer le 1er mai au Bénin à travers cette marche depuis la Bourse du Travail jusqu'à la place de l'Étoile Rouge. Ils ont réclamé le respect des droits des travailleurs béninois tout en proférant des slogans hostiles au gouvernement. Une motion a été lue à la fin de la marche. On parle toujours de la fête du 1er mai. Comment célèbre-t-on le travail? Suivez ici les réponses de quelques citoyens béninois. Réponses recueillies par Mori Yagua. Fête de travail, c'est la fête de tout le monde, de ceux qui travaillent comme ceux qui ne travaillent pas. Parce que on peut être en chômage technique, on peut être diplômé et ne pas avoir de boulot. Donc c'est une fête où il faut s'asseoir et réfléchir, cogiter, sortir quelque chose de beau pour améliorer la condition de vie des travailleurs. Parce que nous sortons, on voit un peu les travailleurs ailleurs. C'est la fin de l'année, on vous paye votre salaire, on vous donne le 13e mois, il y a beaucoup d'avantages. Ça ne se fait pas, ça se faisait avant au Bénin, mais ça ne se fait plus maintenant. Ça peut créer beaucoup de choses. Celui qui a ce maigre salaire, vous avez des enfants, il faut leur payer des jouets. Parce que le 25 est là, et après c'est le premier, il y a les parents. C'est compliqué. C'est compliqué. Et il est difficile. Et à l'heure où nous sommes, d'aller chez quelqu'un lui dit passe-moi de l'argent. Moi je souhaiterais même qu'à ces jours-là, que l'État ou bien le ministère de la fonction publique organise des réflexions. On invite les retraités, on invite les jeunes, ceux qui sont en train de travailler. On met les retraités à part. Il y a des problèmes, on les pose aux retraités, on les pose aux jeunes. Et après, on met les deux ensemble pour voir. En telle période, quand il y a telle chose, qu'est-ce que vous faisiez en ce moment-là? Par exemple, il y a 35 ans. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Et ils font des séances et à la fin maintenant, ils mettent quelque chose pour le gouvernement qui oriente un peu le gouvernement par rapport, parce qu'un jeune, c'est un jeune. Il y a l'expérience qui compte en toutes choses. Est-ce qu'il faut faire du bruit? Est-ce qu'il faut faire de la fête autour? Bon, je ne pense pas. Ça doit être une journée de réflexion sur les conditions des travailleurs, sur les conditions, sur ce que l'on doit faire pour être un homme dans la société, pour s'affirmer. Ça doit être une journée de réflexion, comme je le disais tout à l'heure, à chacun de nous pour voir si nous travaillons vraiment dans la société. Et dans le contexte béninois surtout, il faudrait qu'on réfléchisse chaque fois pour voir si nous travaillons vraiment. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire dans ce pays. Il faut qu'on se mette résolument et davantage au travail. Fêter le travail, c'est une très belle initiative. J'aurais surtout aimé qu'on fête le travail en travaillant. C'est-à-dire qu'on ne chôme pas ce jour parce que quand même nous fêtons le travail. Donc ça aurait été mieux que le jour là qu'on soit en train de travailler tout en fêtant le travail et non de rester à la maison pour dire qu'on fête le travail. Oui, on travaille un peu plus, naturellement, on travaille un peu plus et ça me donne une petite idée rapidement de dire simplement que, vous savez, c'est toujours bien. J'aurais aimé que nous, travailleurs, que nous travaillions un peu plus, pas comme nous travaillons déjà et que nous pensions plus à un meilleur rendement qu'à ce qu'on va gagner, c'est ce que je veux dire, et qu'on travaille de façon désintéressée. Fête du travail sans tension au Bénin mais perturbée au Gabon. Près de 200 syndicalistes ont été dispersés lundi à Libreville par les forces de l'ordre lors d'une manifestation du 1er mai organisée en marge de la manifestation officielle. Il faut noter tout simplement que ces travailleurs regroupent les représentants de plusieurs syndicats, à savoir les syndicats de santé, de l'éducation et de l'industrie. Nous allons suivre à présent quelques réactions de ces responsables syndicaux suivis du Premier ministre gabonais. Le gouvernement, sur les hautes instructions du chef de l'État, travaille d'arrache-pied pour apporter les réponses idoines à ces préoccupations, dont certaines, touchant à des domaines fondamentaux, sont d'une urgence capitale. C'est le gouvernement lui-même qui s'oppose à tout. Il fait des promesses et il n'obéit pas, il ne les respecte pas. Nous, on fait quoi? On réagit. Nous ne pouvons pas, par exemple ce matin, aller à la fête du travail organisée par le gouvernement pour la simple raison que le gouvernement utilise la force.
nous, Confédération syndicale dynamique unitaire, condamnons avec force l'ampleur des violations des droits humains commises à l'encontre des syndicalistes gabonais et des citoyens de la société civile, parmi lesquels l'interdiction de la CONACYCER et les emprisonnements sans jugement des citoyens Bertrand Zibia Bégué, Landry Washington Amiens et autres. Le gouvernement de la République ne travaille pas dans les bas-fonds du pays. Le gouvernement a des sièges. Je ne sais pas s'ils sont allés vers le Premier ministre, vers le ministre du Travail ou vers d'autres membres du gouvernement sans être entendus. On ne va pas faire le dialogue social dans la rue. Le dialogue social a des instances. On va poursuivre avec la célébration de la fête du travail sur le continent. À l'occasion du 1er mai, le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara a appelé les syndicats de travailleurs à une trêve sociale pour permettre de résoudre les problèmes restés en suspens après la grève des fonctionnaires de janvier qui avait paralysé l'administration publique. Commentaire. Début janvier, les fonctionnaires ivoiriens étaient entrés en grève pour demander des augmentations de salaire, le paiement d'arriérés de primes et pour protester contre une réforme des retraites intervenue en 2012, dont les premiers effets se font sentir en 2016 avec la mise à la retraite de fonctionnaires touchés par la loi. Les fonctionnaires ont également réclamé le paiement des stocks d'arriérés d'un montant global de 243 milliards de francs CFA pour près de 130 000 travailleurs, soit près de 80% de l'effectif de la fonction publique. Un point difficile reconnu par le président Ouattara dans son appel à une trêve sociale. Le gouvernement a décidé de réintroduire dans le système de gestion des pensions publiques et des fonctionnaires et agents de l'État, premièrement, la majoration pour familles nombreuses, 6 enfants entre 16 et 21 ans. Deuxièmement, les allocations familiales. Troisièmement, la pension de conjoint survivant avec effet immédiat. J'approuve totalement l'appel du gouvernement à une trêve sociale. À une trêve sociale qui devrait être conclue et je l'ai demandé également d'ici la fin du mois de juillet. Elle doit nous permettre de travailler sereinement à la résolution des problèmes identifiés. Et je me félicite de la mise en place du comité de la trêve sociale qui devra en examiner les modalités. Des propos bien accueillis par les fonctionnaires ivoiriens qui restent tout de même sur le fait par rapport à la question du stock des arriérés. La question centrale pour laquelle nous étions là aujourd'hui, c'est la question des arriérés, du stock des arriérés. Et sur cette question-là, nous repartons vraiment en restant sur notre faim. Nous n'avons pas eu la réponse que nous attendions. Nous attendions un geste du président de la République. On nous ramène à un dialogue qui pourrait s'achever dans 2 mois. J'avoue que je suis un peu déçu. Les fonctionnaires ivoiriens souhaitent également une trêve qui doit être conclue d'ici la fin du mois de juillet. Elle doit leur permettre de travailler sereinement à la résolution des problèmes identifiés. Et on reste en Côte d'Ivoire pour parler cette fois-ci économie. La chute brutale des cours du cacao sur le marché international affecte l'économie ivoirienne. Premier producteur mondial de la fève, a déclaré lundi à Abidjan le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara. Face à la chute des cours mondiaux, le prix d'achat aux producteurs en Côte d'Ivoire est passé de 1100 francs CFA, soit 1,67 € par kilogramme, à 700 francs CFA, soit 1,06 € pour la campagne intermédiaire. La Côte d'Ivoire a dû procéder à des ajustements pour faire face à cette situation. Écoutons le président ivoirien. Après avoir connu une période d'embellie, l'économie de notre pays traverse une période difficile, marquée par les chocs intérieurs et extérieurs. Bien sûr, notamment la chute brutale de 40% du prix du cacao sur les marchés internationaux. La baisse des prix du cacao a également malheureusement une incidence sur le budget de l'État. Et cette baisse a conduit le gouvernement à procéder à une réduction du budget d'investissement, ce qui implique malheureusement moins de construction d'écoles, comme nous l'aurions souhaité, de centres de santé, moins de localités qui seraient rectifiées immédiatement,
moins de fourniture en eau potable. On poursuit avec l'info sur le continent. Les Algériens se rendent aux urnes jeudi pour choisir leur député, un scrutin qui devrait confirmer la prééminence du parti présidentiel et dont la participation est le principal enjeu. Ces élections législatives surviennent en plein marasme économique et la campagne électorale a été peu suivie par les Algériens. Le commentaire est ici. Les Algériens se rendent aux urnes jeudi pour choisir leur député, un scrutin qui devrait confirmer la prééminence du parti présidentiel et dont la participation est le principal enjeu. Ces élections législatives surviennent en plein marasme économique, le pays riche en or noir traversant une grave crise financière en raison de la chute de ses revenus pétroliers. Depuis que j'ai commencé à voter, je vote. Pour mon pays, je vote. Pour le FLN, mes parents sont tombés sur le champ d'honneur pour ce pays, c'est pas pour ne pas voter. La campagne électorale a été peu suivie par les Algériens qui semblent se passionner davantage pour celle de la présidentielle en France sur l'autre rive de la Méditerranée. Parti unique jusqu'en 1988, le FLN est la formation politique majoritaire au Parlement à partir de 1989, après l'instauration du multipartisme. L'Algérie, c'est mon pays. Je l'aime. Ce n'est pas un problème. Mais on a bénéficié de rien. Ils nous demandent de voter pour eux. Ils nous promettent plein de choses et après, on ne voit rien. Les législatives sont boycottées par un autre parti, l'Avant-Garde des Libertés, de l'ancien chef du gouvernement Ali Benflis, rival malheureux de Bouteflika à la présidentielle de 2014. Pourquoi je voterai? C'est l'occasion ou jamais de dire à ce système que c'est le moment de partir. On ne manifestera pas violemment. Nous n'avons qu'une seule Algérie. Donc, c'est l'occasion ou jamais. Je ne vote pas. Et je n'ai jamais cru au vote. Un nouveau parti islamiste concourt par ailleurs pour la première fois le Rassemblement de l'espoir de l'Algérie, de l'ancien ministre islamiste Ahmad Goul, un farouche partisan du président Bouteflika. Et maintenant, un tour au Canada avant de boucler cette édition. Un an après le feu à Fort MC Murray, la blessure reste vive. Début mai 2016, l'incendie le plus destructeur de l'histoire du Canada ravageait la ville pétrolière du Fort MC Murray. Et près de 100 000 personnes sont jetées sur les routes. Un an plus tard, les habitants tentent de reconstruire leur vie sur place alors que d'autres pensent à partir. Reportage. Il y a un an, la petite communauté de Fort McMurray, dans l'ouest canadien, se battait contre les flammes. Autour du centre, l'incendie qui a forcé près de 100 000 personnes à fuir la ville a laissé des traces. Près de 6 000 km² d'arbres brûlés. Des quartiers entiers ravagés. Quand Steven Ménard a pu revenir chez lui, un mois après le drame, il ne restait que les ruines noircies de sa maison et de celles de ses voisins. Il a choisi de tout reconstruire lui-même. Pour notre famille, ça fait partie du processus de guérison, de construire notre propre maison. Ça nous a aidé à surmonter certaines pertes. Ça nous a aidé à faire face au départ de certains voisins et amis aussi. Avec l'arrivée du printemps, l'activité reprend sur les chantiers et les autorités se disent confiantes quant à la reconstruction des quelques 2500 bâtiments partis en fumée. Quand vous faites revenir les gens chez eux, ils recommencent à s'enraciner et à pouvoir regarder vers l'avenir. Cette année a été difficile, mais chaque année deviendra un peu plus facile pour les gens. Mais l'incendie a aggravé un contexte économique déjà morose en raison de la chute du prix du pétrole, dont Fort McMurray est entièrement dépendante. Autour des chantiers, de nombreux terrains ont été abandonnés par les habitants qui ont préféré utiliser l'argent des assurances pour s'installer ailleurs, où ils ont plus de chances de retrouver un emploi. Après avoir perdu sa maison dans l'incendie, Bilal Abbas en loue une autre en périphérie de la ville. Pour le moment, il n'est pas sûr de vouloir rebâtir dans la région. Ça m'inquiète beaucoup, en particulier en tant que propriétaire et investisseur dans cette communauté. J'ai ma famille ici, je suis né ici. Quand je regarde autour de moi, on ne voit pas vraiment de nouveaux investissements dans notre communauté. Et ça rend incertain mon avenir ici à Fort McMurray. Un an après la pire catastrophe naturelle du Canada, 15 000 personnes ne seraient toujours pas revenues à Fort McMurray. La reconstruction a déjà coûté plusieurs milliards de dollars et les perspectives d'avenir sont toujours incertaines pour de nombreux habitants de la région.
Fin de cette édition Eden Info. Merci à tous et bonne suite des programmes sur Eden Télévision. Au revoir.